Pourquoi? Parce que la désirabilité est mauvaise, mais aussi parfois parce qu'on dit ah oui, mais c'était parce que j'avais eu des problèmes de douleur, ça m'avait injecté, et donc, etc. Et donc d'autres raisons qui vont faire que on ne veut pas se représenter dans ce type de population, et donc on va dénier l'existence du trait. Donc c'est plus le fait que j'ai du mal à me le représenter, c'est que j'ai un processus d'inhibition qui va empêcher de le mesurer. Et puis après, il y a le manque de coopération. Si vous vous intéressez à la psychopathie, ce qui est une pathologie absolument passionnante, et ben, le problème, c'est que ces patients-là, par définition, sont peu empathiques, peu sociaux et peu intéressés par vos propres curiosités. Et donc, vous donnez 20 questionnaires, ben, vous en aurez 2, et encore, ça sera gribouillé, torché, et vous en ferez absolument rien. Donc, la coopération, hein, l'envie de participer, etc., va être un frein important. Incompréhension et la fatigue. Hein, si vous prenez des patients déprimés et que vous leur posez 300 questions, eh ben, ils vont craquer avant. Hors sujet, hein, pas d'inquiétude, c'est juste dans ce très très bon livre hein, de Bruno Falissard. Bruno Falissard est un collègue qui travaille à la maison des adolescents à Cochin, qui a la particularité, il est psychiatre et polytechnicien. Donc du coup, quand on a des extraterrestres comme ça, on en profite parce qu'il a vraiment l'intérêt et la connaissance de la psychiatrie, mais il a des moyens en mathématiques que clairement je n'ai pas. Donc dans ces cas-là, on en profite. Il nous a refait un peu la représentation de comment on établit un instrument, hein, sa mesure, l'organisation du calcul du score, hein, c'est un algorithme, sur quel item, et à partir d'un concept qu'on cherche à mesurer. Et ce qu'il fait après, ne l'apprenez pas, c'est juste quelles sont les différentes étapes pour que mon instrument, à terme, ce soit un bon instrument. Sa précision, le modèle de cet algorithme, est-ce qu'il est valide? Vous vous souvenez de l'alpha Cronbach, hein, ça c'est l'unidimensionnalité, hein, je mesure bien la même chose. Et puis après, la validité qu'on va reprendre nous en détail, juste pour que vous puissiez les attribuer à quel niveau de l'organisation de valider d'un instrument. Donc à gauche, c'est que vaut la mesure, à droite, que mesure l'instrument. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est juste que vous le représentiez sur un schéma pour ceux qui aiment bien les schémas visuels. Alors dans les démarches de validité, hein, on va d'abord proposer un modèle de mesure. On va vérifier l'unidimensionnalité de cette mesure. On va donc du coup conclure sur la validité de l'instrument, repérer la précision de cet instrument et savoir s'il est ou pas capable d'être sensible au changement. Donc, je vous ai donné là quelques exemples, mais vous allez voir qu'on va pouvoir le voir de manière plus précise. Alors, premier type de validité, la validité de contenu. Donc la validité de contenu, ou aussi de face, vous avez vu qu'il y a plusieurs termes en anglais, hein, content validity, face validity, intrinsic, circular, relevance, representativeness, il y en a un sacré paquet. Donc en gros, à chaque fois, hein, ça correspond bien à, en français, ce qu'on appelle le plus souvent la validité de contenu. Donc ça, c'est tout simple, c'est les items. Rendent-ils compte de tous les aspects du concept qu'on analyse et seulement de cet aspect-là? Donc par exemple, si je vous dis, êtes-vous quelqu'un de stressé en règle générale? Eh ben, il va avoir une bonne validité de contenu pour l'anxiété. Clairement, on mesure ce qui nous intéresse, hein, et uniquement ça. Par contre, si je vous dis, ben oui, mais avec le test de Rorschach, vous savez, c'est les taches d'encre et la représentation, hein, c'est des tests qu'on appelle projectifs, on ne mesure pas les items ou des questions précises, on vous laisse élaborer, donc vagabonder sur des images plus ou moins aspécifiques, et la manière dont vous voulez représenter, dont vous retranscrivez votre vécu face à un stimulus flou, va permettre indirectement de repérer si vous avez plus de connotations autour de l'anxiété et de l'inquiétude ou du confort et de la sécurité. Alors, pourquoi pas, hein, d'ailleurs c'est utilisé, ça continue à l'être dans mon service, mais par contre là, vous ne pouvez pas dire que ça a une bonne validité de contenu. Ce n'est pas fait pour ça. Hein, donc, pourquoi pas, mais en tout cas, pour ce qui est de sa validité psychométrique dans l'anxiété, elle n'est pas bonne. Hein. Ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas d'informations, mais pas dans la validité de contenu. OK ? Deuxième à apprendre par cœur. La troisième, validité de structure. Structural Factorial Trait Validity. Les items forment-ils une famille unidimensionnelle? Hein, donc là, on est à nouveau dans le côté. Tout ça tourne autour d'un même concept qui est celui que je cherche à analyser. Alors attention, hein, vous avez des instruments qui sont multidimensionnels. Par exemple, pour la dépression, je veux savoir, 1, est-ce que je n'ai pas de problème de morale? 2, est-ce que je n'ai pas de problème de sommeil? Et 3, est-ce que je n'ai pas de problème d'appétit? Pourquoi? Parce que ces 3 dimensions forment le nœud de la dépression. Et donc, je vais avoir du mal à me dire qu'ils sont parfaitement unilinéaires et donc unidimensionnels.
Mais par contre, les questions que je vais poser sur le sommeil, est-ce que vous avez du mal à vous endormir? Est-ce que vous vous réveillez la nuit? Est-ce que vous vous réveillez trop tôt le matin? Est-ce que quand vous vous réveillez la nuit, vous avez du mal à vous rendormir? Ce sont les 4 questions les plus souvent qu'on utilise dans les troubles de l'insomnie. Eh bien, je vais pouvoir poser les 4. Et j'espère que ces 4 questions, elles vont être très unidimensionnelles autour du sommeil. Et le sommeil plus la dimension appétit, plus la dimension tristesse, va me permettre d'avoir une bonne évaluation de la mesure de la dépression. Okay, donc vous pouvez être multidimensionnel, mais chacune des dimensions, elle doit avoir une bonne validité de structure, puisque c'est de ça dont il s'agit. En général, les analyses factorielles, les analyses en composantes principales, ça je ne vous le détaillerai pas, mais ce sont des approches statistiques descriptives qui regardent juste est-ce que quand je réponds d'une certaine manière à un item, je vais répondre à peu près de la manière avec les autres items, et se distinguant alors des autres dimensions. Et donc je m'attends, si j'ai bien un instrument avec 3 facteurs bien solides, humeur, appétit, sommeil, à ce que dans mon analyse en composante principale, je trouve 3 nuages de points. J'ai tous les nuages de points autour du moral, tous les nuages de points autour de l'humeur, et tous les nuages autour du sommeil, etc. Et donc ça va me permettre de dire qu'il y a bien 3 dimensions dans mon instrument, et chacune de ces dimensions peut avoir une bonne validité de structure. Okay. Troisième, validité convergente. Comme son nom l'indique, c'est une comparaison des cotations, soit une autre approche, soit un autre groupe de sujets. Mais je vais voir s'ils convergent à un autre instrument ou à une autre population. Je vais donner un exemple. Le score de dépression, alors ça c'est une des 2 instruments les plus fréquents et plus fréquemment utilisés dans la dépression, c'est le Hamilton Depression Rating Scale, l'HDRS, qui est en général rempli par les médecins comme hétéro-questionnaire. Et en fait, on peut le faire aussi remplir par les patients eux-mêmes dans les échelles de dépression. Il y a une autre échelle classique comme auto-questionnaire qui est l'HAD. Et en fait, on voit qu'il est extrêmement corrélé, l'HDRS et l'HAD. Heureusement, hein, c'est 2 instruments qui mesurent la dépression. Et donc, du coup, on va dire l'HDRS a une excellente validité convergente avec l'HAD. OK? Et les sujets déprimés vont converger pour des scores élevés du HDRS. Alors ça, c'est autre chose. C'est après, vous pouvez dire VD convergentes sont dans les populations différentes, tout en niveau de sévérité, et donc c'est leur réplicabilité sur d'autres types de populations. La validité divergente, donc c'est l'inverse, hein, discriminante, elle va se distinguer de ce qu'elle n'est pas. Alors mine de rien, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'overlap entre les concepts. Je le disais par exemple pour la dépression et l'anxiété. Hein. À peu près tous les sujets qui ont un vrai trouble anxieux feront une dépression dans la vie. Dans la dépression, un des symptômes, c'est l'anxiété. Donc vous imaginez bien que anxiété et dépression sont très en overlap. Du coup, c'est très important, si moi je m'intéresse à la dépression et que je ne veux pas m'intéresser à l'anxiété, de montrer que j'ai bien une validité divergente de mon instrument dans la dépression par rapport à l'anxiété. Alors là, je vous ai donné un exemple d'une échelle qu'on a construite sur le FROGS. Comme c'est une échelle internationale et que l'échelle est française, le FROGS en général, les gens s'en souviennent. Le Functional Recovery of General Schizophrenia. Donc c'est une échelle sur le fonctionnement des patients qui souffrent de schizophrénie. Et on a regardé pour ça le niveau de sévérité clinique, hein, est-ce qu'ils sont très malades ou pas malades. Et on a regardé le fonctionnement social global avec un item tout simple qui est partout utilisé dans le monde. Donc bien entendu, on veut avoir une bonne corrélation. Les patients qui sont schizophrènes les plus graves fonctionnent le moins bien. Il faut que ce soit corrélé. Et on veut que ce soit corrélé à la GAF, parce que la GAF, pour le moment, un item tout simple de 0 à 90, en une seule question, mesure bien le fonctionnement des individus. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on soit à 1. À quoi ça sert de faire notre instrument avec 19 items si c'est pour refléter des choses déjà connues? Donc c'est là où il faut montrer que la corrélation n'est pas égale à 1. Donc elle est significative, mais pas trop forte. Et elles sont toutes les deux à 0,5, ce qui est une bonne manière de montrer que ça corrèle, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on est bien dans ces concepts, ça reflète la sévérité, ça reflète les fonctionnements dans d'autres échelles, mais ça n'en est pas une identité, c'est juste un reflet. Okay, donc la validité divergente se distingue de ce qu'elle n'est pas. La validité prédictive, hein, predictive validity, le score généré permet-il de prédire une évolution spécifique? Alors, il y a énormément d'instruments qui font ça, et bien entendu, ils sont très opérants et très utiles en médecine.
c'est repérer les facteurs de risque. Est-ce que si je fume, j'augmente les risques d'accident vasculaire cérébral? Oui, il n'y a aucun doute. Donc un questionnaire sur la dépendance au tabac, qui mesure en plus combien vous fumez de cigarettes par jour et depuis combien de temps, va avoir une excellente validité prédictive du risque d'accident vasculaire cérébral dans les 5 ans à venir, si vous êtes au-dessus de 40 ans et qu'en même temps vous avez d'autres facteurs de risque. On peut l'utiliser aussi en psychomède et en psychiatrie avec une des échelles qui s'appelle l'Eurica, qui en fait vous donne juste votre stade de motivation au changement. Est-ce que vous avez des problèmes d'alcool? Ah non, pas du tout. Mais oui, mais vous savez, 3 bouteilles de vin par jour, en général, on considère que c'est un peu beaucoup, peut-être qu'il faut faire quelque chose. Tout ça, c'est subjectif, et puis de toute façon, on n'en sait rien. Et puis les données, de façon scientifique, elles sont en général pipotées, blablabla. Donc, niveau de motivation changement, nul. Non, j'ai même pas de problème. Et au fur et à mesure, après, c'est contemplatif. Ah, effectivement, on pourrait dire que j'ai un problème. Pour moi, ça va, j'ai pas trop de soucis. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que ça pourrait pas être trop bon pour la santé. Puis après, il y a l'actif, en disant oui, c'est vrai, j'aimerais bien arriver à changer, mais j'y arrive pas. Et puis il y a ceux qui ont déjà réussi en disant mais oui, je suis soigné depuis 3 mois. Donc ce niveau de motivation au changement, il va permettre de dire qui va aller consulter un service d'addictologie pour se faire soigner. Donc c'est une validité prédictive qui est bien entendu extrêmement importante pour nous. Donc voilà les différents stades, pré-contemplation, contemplation, action, maintenance. Et on voit bien effectivement que le niveau de ceux qui vont commencer à vraiment changer est différent en fonction du score à l'Eurica qui va de côté. 6e, validité concourante ou critérielle qui donne le résultat attendu avec un instrument de référence, notamment un étalon. Très souvent, quand on propose un instrument, on a une idée un peu originale qui se distingue, parce que sinon, ce n'est pas la peine de refaire ce qui a déjà été fait, mais quand même qui reflète quelque chose qui lui-même est déjà présent. On ne peut pas réinventer une maladie. Donc, toutes les maladies ont chacun des questionnaires. Mais si vous vous intéressez à un pronostic dans une maladie ou à un sous-type de maladie, vous avez tous les questionnaires qui rencontrent du cœur de ce que fait votre instrument. Et vous allez vous en servir comme validité concourante. Les scores obtenus sont fortement corrélés. Alors, soit un instrument, soit un critère. Si vous avez mesuré la tension artérielle et que vous avez un nouveau tensiomètre, eh bien après, vous allez pouvoir regarder des populations différentes, ceux qui font des accidents vasculaires, ceux qui ont des problèmes d'athérome, ceux qui ont des facteurs de risque type diabète, surcharge pondérale, et vous allez regarder est-ce que oui ou non votre instrument permet de distinguer des populations avec des risques différents. Qui plus est, si vous voulez le comparer par rapport à l'ancien tensiomètre, vous allez devoir prendre les deux et montrer que vous avez une capacité de validité concurrente supérieure avec votre nouvelle machine par rapport aux précédentes. Donc en gros, avec la validité concurrente, vous vous affrontez à la réalité, pas forcément aux instruments, mais à la réalité en disant effectivement, je vais avoir un critère externe connu, validé, mesuré, qui va distinguer cet instrument ou ce nouveau mécanisme. Donc après, on va passer à la fidélité, qui s'appelle aussi la précision, c'est le reliability en anglais. Donc c'est peut-être aussi considéré comme la reproductibilité des instruments. En général, on en utilise quelques-uns qui sont un peu toujours les mêmes. C'est la fidélité interjuge et test-retest. Si je vous demande votre niveau de dépression, parce que je vous pose une douzaine de questions, il faut qu'un autre clinicien qui soit aussi formé par l'instrument arrive à trouver la même conclusion que mon propre évaluation. Sinon, ça veut dire que j'ai eu une influence sur la mesure et du coup, mon instrument, il est plus valide s'il change complètement d'un sujet à l'autre. Et après, on fait du test-retest et là, c'est plus tellement mon impact dans l'hétéro-questionnaire, c'est votre stabilité dans votre manière de répondre. On le disait tout à l'heure par rapport au cafard, si je vous pose la question à 8 h du matin et que je vous repose la question à 14 h, il ne faut pas que votre score il soit divisé par 2. Donc il faut qu'on tienne compte du fait qu'il y ait quelques variations nictémérales du niveau d'humeur pour que la mesure, quelles qu'en soient les conditions, soit relativement fiable et stable. Donc la définition, c'est le même sujet ou le même phénomène, donne une cotation non différente selon plusieurs cotateurs pour la fidélité interjuge et à différemment l'évaluation en test-retest. Alors dans les tests-retest, on peut faire des subtilités à 5 minutes près. Le problème, c'est qu'après, vous avez la trace mnésique de ce que vous avez répondu et donc du coup, vous ne mesurez pas forcément le changement qu'il y a eu dans les 5 minutes, mais ce dont vous vous souvenez de la cotation précédente, parce que ça vous fait gagner du temps. Donc on laisse toujours quand même un minimum, mais on peut le faire à 1 jour, puis on peut le faire aussi à 10 ans. Pourquoi pas, il y a des instruments qui peuvent le faire. Ça dépend bien entendu de l'attente que vous en avez.
Alors là aussi, dans la fidélité intercotateur, comme vous avez adoré l'alpha de Cronbach, je vous donne juste le kappa parce que c'est une mesure là aussi qui est totalement hors sujet, je ne vous demande absolument pas d'apprendre ça, mais qui est toute simple et qui est extrêmement utile dans ce type d'études. On va regarder en fait le niveau d'accord entre cotateurs. C'est pas très loin du qui 2, vous savez, où on différencie les scores attendus des scores observés, sauf que là, on va juste regarder tous les accords par rapport à tous les désaccords. Et tous les accords, il y en a plusieurs. Je peux coter que le patient est déprimé et le deuxième cotateur va être d'accord, mais je peux aussi dire qu'il n'est pas déprimé et le deuxième cotateur va dire effectivement il n'est pas déprimé. Et puis après, il peut y avoir des erreurs où moi je dis ah oui, il est clairement déprimé et là le deuxième cotateur dit mais pas du tout. Et où le deuxième, moi je dis qu'il est déprimé alors que lui dit qu'il ne l'est pas. Donc en fait, on a bien deux types de désaccords et deux types d'accords. Et donc on va faire le rapport de ces deux cotations pour voir le niveau de fidélité inter-juge, intercotateur. Donc je vous ai mis les stats pour ceux qui aiment la manière de calculer les kappas. On peut même en regarder maintenant l'intervalle de confiance à 95% et donc de savoir est-ce qu'on est bien effectivement significativement différent de 0. 0, ça veut dire qu'en gros, les deux cotateurs marquent n'importe quoi, puisqu'il n'y a aucun accord supérieur à celui qui est attendu. Bon, je vais peut-être passer sur les instruments en langue étrangère, ça sera pour plus tard. Et vous donner juste un petit exemple. Une échelle de fumeur. Mon nouvel instrument semble valide. Le contenu, les items de chacun des domaines des scores mesure des domaines qui sont bien liés au phénomène dépendance au tabac. Donc, ok, j'ai une bonne validité. Il est aussi fiable. L'instrument possède en soi des caractéristiques de bonne qualité. Et notamment dans mon instrument pour le dépendance au tabac, il a une validité de structure, puisqu'il a 3 dimensions, mais que chacune de ces dimensions a bien une évolution monodimensionnelle, unidimensionnelle, fortement corrélée. Il mesure bien la consommation, symptômes de sevrage et sensations de manque. Et le tout fait sens. C'est une validité de structure. La validité de convergente sur le fait qu'ils sont corrélés au score du Fagerström, qui est le score global de la dépendance au tabac. Il a aussi une validité divergente parce que, par exemple, il n'est pas corrélé au niveau d'anxiété à l'HAD, où la corrélation n'est pas égale à 1. Donc il est bien quelque chose de différent de l'anxiété, même si l'anxiété est liée à la consommation de tabac. Il a aussi une validité de prédictive parce qu'il est plus élevé dans le sous-groupe qui a, par exemple, une bronchite chronique en relation avec la dépendance au tabac. Il a une bonne validité concurrente puisqu'il est plus élevé, c'est ceux qui ont un diagnostic de dépendance au tabac critériologique par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est un petit exemple, vous voyez, pour essayer de vous aider à retenir les choses importantes. Je vais terminer là-dessus qui va vous permettre de donner 2 minutes ou 3 minutes pour quelques questions si jamais vous en avez. Et je vous redonne le bouquin de Bruno Falissard, Mesurer la solidité en santé, qui est très très bien fait, et 2 petites références qui vous permettent d'avoir tous ces questionnaires que vous avez dans les diapos que je vais vous laisser là, pour si vous avez d'autres questions. Sinon, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas ou venez me voir en bas. Bonne journée, bon courage pour la suite.